trajectoires artistiques semblables de Sharunas Bartas, de Fred Kelemen ou bien d'une autre façon de Béla Tarr. Tous ces artistes ont préféré une approche poétique et oblique pour contrecarrer les excès postcommunistes. Cet élargissement de la perspective à l'échelle d'un cinéma régional semble ne nous concerner que marginalement, mais il s'avère de fait très utile à l'égard de toute tentative de circonscrire le temps dans lequel évoluent les récits d'Omirbaev. Nous voudrions ici proposer l'hypothèse d'un temps qui est à la fois donné externe et objectif d'un temps historique post-communiste, et création d'une temporalité spécifique issue par l'internalisation de ce temps historique. Il est clair que le moment historique qui marque l'avènement créateur du réalisateur aura été amplement analysé. En fonction des perspectives, il portera le nom de post-communisme, de transition ou bien de temps d'après. Pour le théoricien Boris Buden, observateur désenchanté et virulent de l'époque en question, il s'agit maintenant de revivifier les éléments les plus divers du passé, de les réinvestir avec de la libido, comme dirait Freud, pour dire ainsi au revoir à l'objet perdu une nouvelle fois. Quel objet? Appelons-le condition post-communiste. Quelle perte? L'avenir meilleur qu'il promettait jadis et qui a échoué. Selon Buden, la période ayant suivi la chute du communisme se distingue clairement par son air d'escroquerie globale, de contrats non respectés envers les peuples révolutionnaires. Et je cite, « Ceux qui ont finalement réussi à couronner leur lutte pour la liberté dans l'Europe de l'Est sont devenus, presque du jour au lendemain, des perdants. Cela ne fut pas un effet de magie noire, mais plutôt d'hégémonie. » Quant au philosophe Jacques Rancière, il avance dans son essai sur le cinéaste hongrois Béla Tarr la notion du temps d'après, qu'il envisage comme un temps d'après toutes les histoires, et je cite, « un temps où l'on s'intéresse à l'attente elle-même. » La nuance est de taille car, poursuit Rancière, le temps d'après n'est pas le temps morose et uniforme de ceux qui ne croient plus à rien. De ce fait, il ne s'agit pas, pour le philosophe, de qualifier le temps postcommuniste en Europe de l'Est comme une période exclusivement négative, caractérisée par un nihilisme généralisé et régressif. Cela dit, le spectateur est en droit de voir dans un film de Béla Tarr, par exemple son chef-d'œuvre qui dure 7 heures, Chatan Tango, une expérience limite précisément dans ce qu'elle a de morose et d'uniforme. À mesure que le cinéaste s'aventure vers le fond de ce monde déclassé, laissé à l'abandon, voire apocalyptique. Toutefois, Rancière poursuit un raisonnement différent, s'intéressant notamment à la trajectoire temporelle que cette filmographie recouvre, et qui va essentiellement du temps officiel de la Hongrie des années 1970 jusqu'à un temps presque circulaire où les tâches d'avant sont devenues obsolètes, égarées dans cet art de la répétition des gestes de la vie quotidienne, englués dans un temps sans finalité. La transition postcommuniste serait dès lors plus qu'un changement rhétorique, une simple modification dans la logique du discours idéologique dominant. Elle influencerait de manière catégorique et intime la forme du cinéma elle-même. En cela, l'œuvre entière d'un cinéaste comme Béla Tarr, qui traverse plusieurs périodes de création aux approches variées, s'avère exemplaire aux yeux du philosophe. Et au-delà de l'appréciation explicite pour la sensibilité artistique, par exemple de Béla Tarr, qui l'aura amené à transposer tout un pan d'expérience collective au sein du tissu sensible de l'audiovisuel, il faut comprendre la position de Rancière dans un sens plus global et peut-être plus combatif qui nous concerne ici pour notre discussion sur Darejan, à savoir comme une volonté assumée de réinvestir ces figures de dépossédés et de lunatiques filmées par le réalisateur hongrois avec la possibilité d'agir, et agency, comme dit l'anglais, fut-elle infinitésimale, et de les sortir ainsi de leur assignation à une position de victime, spécifique à une pensée encore tributaire au paradigme traditionnel de victorieux et vaincu politique dont parlait Boris Buden. On pense bien entendu à une hypothèse théorique d'Olivier Cheval sur la douleur. Cheval qui en fait une notion théorique importante au sein de son analyse critique d'un certain type de cinéma contemporain. Il constate que la douleur est là, plus qu'ailleurs, où la misère, l'exclusion et l'oppression ont tendance à isoler les êtres, à les monter les uns contre les autres. Une douleur qui a pour origine les segmentations du pouvoir, les violences d'État et les mécanismes du capital. Le partage de la douleur, c'est la notion proposée par Olivier Cheval, ce n'est pas le nom d'une nouvelle théodicée
qui ignorait la facticité de la souffrance, ni le nom d'une utopie facile qui chanterait la grande fête communautaire des opprimés. C'est le nom d'une puissance duelle de l'art, à être à la fois la lumière crue qui pointe sans phare le scandale d'une situation d'oppression et l'ombre douce où gestes, mots, danse et caresses s'activent à s'y soustraire. La citation nous paraît capitale, car elle ouvre le champ à toute une revalorisation du cinéma contemporain à travers les possibilités politiques que cette figuration de la douleur facilite pour des formes a priori moins concernées par l'obligation d'un positionnement idéologique incontestable. Pour défendre son analyse, Cheval met en avant des cinéastes tels que João Pedro Rodrigues, Pedro Costa ou encore Apichatpong Veerasettakul, qui sont tous caractérisés en dernier lieu par leur désir de prendre la mesure d'une société, les minorités LGBT pour l'un, les défavorisés de bidonville pour l'autre, enfin les survivances des opprimés sous la dictature pour le dernier, tout en s'y dérobant. C'est là que Cheval rejoint la pensée de Rancière. J'ai un peu élagué ici sur la pensée de Rancière, mais j'y reviens, sous la forme d'un rapport politique au monde, déployé par une mise en scène qui refuse d'assigner ces sujets à des positions préétablies sur l'échiquier sociopolitique du présent. Mais ne serions-nous pas en droit d'élargir cette sélection préliminaire opérée par Cheval, Tonia de Mourir comme un homme de Rodrigues, Ventura de Un avant jeunesse, en y rajoutant par exemple un héros au mutisme obstiné comme Marat, le jeune citoyen de Tueur à gages de 98, qui voit son existence se déchirer au milieu d'un Kazakhstan de plus en plus sauvage et criminel, et qui, tout blessé qu'il est par ce nouvel ordre injuste, ne se résout pas à accepter le binarisme trop commode de victime bourreau, mais se réfugie dans un univers taiseux, intangible. Il faudrait maintenant repartir depuis l'espace où sont situés ces films. Ça, c'est mon deuxième axe, après le temps. Il est significatif dans ce sens de noter que cette filmographie, qui compose plusieurs longs métrages, s'ouvre par un double départ. L'étudiant qui sera entrant à son examen d'un Kairat et l'enfant qui part en bus au sanatorium d'un Cardiogramma, qui est le deuxième long métrage, comme pour figurer narrativement la rupture avec l'ordre familial, politique, social connu. Il faut veiller toutefois à ne pas tomber dans une surenchère des symboles. Par exemple, comme le fait un article qui équivaut d'emblée les rails à la porte d'entrée vers le grand monde, le foyer étudiant à l'univers masculin et le cinéma au féminin. Si une telle lecture peut effectivement passer pour les premiers films du cinéaste, mettant alors en avant une préoccupation pour le thème du voyage initiatique, qui n'est pas loin du conte classique, elle montre rapidement ses limites, puisque l'une des principales qualités de ces films tient précisément au jeu qu'ils instaurent entre les différents paliers de leur réalité soumise à l'analyse. En exploitant la porosité foncière, Omirbaev ouvre grand, même dans un film aussi chargé symboliquement que Cardiogramma, avec ses adieux à l'enfance, les portes d'une interprétation tendue et instable, où l'espace réel se prolonge naturellement par la fantaisie onirique, et les éléments du film balancent entre connotation et dénotation. Plus globalement, nous intéresse ici la façon assez ambivalente d'Omirbaev, mais aussi de Bartas ou de Tar par ailleurs, de se rapporter à l'espace. Alors que les frontières ouvrent en 1990 pour la première fois depuis des décennies, je parle de l'Europe de l'Est bien sûr, et que la société semble en proie à une ébullition sans pareil. Ces cinéastes témoignent au contraire d'un rétrécissement paradoxal de l'espace et de la volonté de le parcourir, qu'il s'agisse des banlieues des grandes villes lituaniennes pour Bartas, des anciens fermes collectifs pour Tar, ou des lieux de vie contigus, foyers étudiants, appartenant à des HLM pour Omirbaev. Par ce pas en retrait, cette décision de ne pas prendre part à la triomphale révolution de rattrapage, ou die Nachholende Revolution de l'Occident dont parlait en 1990 déjà Jürgen Habermas, ces films anticipent brillamment, et je cite Buden encore une fois, les signes de l'échec à suivre, les erreurs et les paradoxes du grand tournant historique, entre guillemets. Ils se placent plutôt dans une attitude tantôt résignée, tantôt méfiante quant à la possibilité tant annoncée des lendemains qui changent. Pour eux, la chute du communisme apparaît non en une voie à sens unique vers le progrès, mais bien une limitation de l'horizon des options politiques et à la fin de l'utopie, rappelant cela l'analyse d'un commentateur qui trouve, en rapport avec l'essai filmique élégiaque de Godard, Allemagne 99-0,
consacré à la réunification de l'Allemagne, et plus particulièrement à la disparition de l'Allemagne de l'Est, que le mur de Berlin indiquait, et je cite, la possibilité de la différence. Les choses sont ainsi, mais elles pourraient être autrement. Mais dans son image d'une culture mondiale du capitalisme tardif, il n'y a pas d'outre-monde. Il n'y a rien vers quoi le présent peut refléter. Je clôt la citation. Notre hypothèse soutient qu'il existe des indices semblables quant à la représentation d'une fatigue historique ou d'un grand désœuvrement, pour reprendre une belle expression de Robert Monami, chez le réalisateur kazakh. Certes, il ne s'agit pas de coller dos à dos des cinéastes comme Omirbaev et Bartas Soutar, et encore moins Godard. Car pour Bartas, par exemple, ces protagonistes s'extraient tout simplement de la machinerie post-communiste pour éventuellement gripper, même involontairement, son mécanisme exigeant l'adhésion populaire totale. En ce qui les concerne, les personnages employés par Omirbaev persistent à jouer leur jeu ou leur rôle dans la société, même si c'est d'habitude un rôle de perdant, position de prédilection que le cinéaste observe avec humour à ses débuts. Puis, à mesure que les conséquences de la crise existentielle s'aggravent et le capitalisme devient de plus en plus sauvage et de plus en plus tragique, puis, à mesure qu'elle s'aggrave, de plus en plus tragiquement dans Tueur à gages ou cliniquement dans L'étudiant ou Sugar. Sugar étant son film de 2008. Par cet équilibre fragile d'un point de vue qui assume sa différence et son refus de s'aligner complètement à la marche capitaliste, tout en subissant jusqu'au bout les effets néfastes de la logique du discours néolibéral, Marat de Tueur à gages par exemple finira tué après être entré dans un jeu très, très dangereux de vengeance. La filmographie d'Omirbaev constitue, à raison de 2 ou 3 films par décennie, un témoin fidèle des changements sociétaux survenus lors de la transition, mais aussi des survivances des instances appartenant à un passé refoulé. C'est ce dont a parlé très précisément et brillamment Anthony. Il suffit de voir comme le travelling depuis l'intérieur d'une voiture, figure de syntaxe quintessentielle de la carrière d'Omirbaev, acquiert graduellement le poids d'un regard perçant et direct, capable d'aller au-delà de la simple trame narrative, pour dénicher un certain statu